chat. Et puis sinon, j'ai prévu la présentation pour garder du temps en fin de parcours pour que vous puissiez poser des questions. J'avais dans ma présentation mis une petite vidéo qui faisait état d'une étude réalisée à Harvard, une étude longitudinale sur plus de 60 ans, qui, pour l'essentiel, conclut que le secret d'une vie heureuse, réussie, en santé, c'est la qualité de nos relations. Alors, j'aime beaucoup cette étude. Je pourrais toujours vous envoyer le lien vers la vidéo complète. Malheureusement, mon petit extrait de vidéo était trop lourd pour le système qu'on utilise, donc on l'a enlevé. Vous n'aurez pas droit à cette petite présentation. Mais je vais continuer d'abord, commencer, dirais-je, pour parler d'un regard réseau. Ce qu'on appelle de manière différente l'analyse des réseaux sociaux, l'analyse des réseaux de communication, l'analyse de réseaux humains. C'est un ensemble de théories et de méthodes qui posent la question de qu'est-ce qui se passe quand on regarde les dynamiques relationnelles et les réseaux que forment les relations entre les personnes. Au plan plus théorique, ça pose, moi je parle souvent d'un regard réseau. Ça fait passer notre réflexion de l'individu à la relation. Ça, c'est une réflexion en santé publique qui, depuis quelques années, est en émergence, où on commence à de plus en plus se placer en disant il faut arrêter de cibler les individus, il faut arrêter les campagnes de promotion qui s'adressent à l'individu sans considérer que l'individu est inséré socialement. C'est que l'analyse des réseaux s'inscrit dans cette perspective-là. Et donc, c'est l'idée vraiment de changer de regard. Et on va voir, je vais vous en présenter quelques-uns, qu'on peut reprendre certains phénomènes ou certains concepts qu'on voit sous un angle plus individuel parfois pour le regarder sous un angle de réseau. Et une question qui surgit, c'est est-ce que finalement, quand on regarde les réseaux, ce sont des liens entre des personnes? Strictement, c'est un peu ça. Oui. Quand on définit un réseau dans le langage du réseau, on dit qu'il y a des nœuds, les nœuds étant des personnes, mais ça peut être aussi des ordinateurs ou des animaux ou n'importe quoi, qui sont liés par des liens qui peuvent être un peu eux autres aussi, n'importe quoi. Ça peut être des liens d'échange, d'amitié, de communication, de transfert de marchandises, selon ce qui nous intéresse. Mais on peut aussi regarder et dire que, d'une certaine façon, les nœuds, les personnes sont créées par les liens. Et c'est souvent la perspective qu'on va prendre quand on adopte une perspective de réseau, c'est on met notre regard sur la relation ou si on s'intéresse à un individu, on ne part pas de l'idée « Ah, l'individu est né avec ses caractéristiques et sa personnalité ». On regarde comment les relations qu'entretient l'individu ou qu'a entretenu l'individu autour de sa vie l'ont construit, l'ont créé. Et donc, plutôt que de dire « Ah, cette personne-là, c'est un leader né », alors que toutes les études montrent qu'il n'y a absolument pas de caractéristiques individuelles qui sont liées au leadership, mais on va regarder comment cette personne est positionnée dans son univers social, dans son réseau social, qui pourrait expliquer que ça lui donne des opportunités pour orienter l'action des autres. Donc, c'est vraiment une posture où on regarde ce qui se passe entre, finalement. Une première petite démonstration, vous voyez deux petits dessins à l'écran et ce sont deux réseaux qui, pour ce qui concerne les nœuds, les petits points, sont semblables, c'est un peu les mêmes. Il y a un certain nombre de points blancs et 3 petits points rouges. Et la différence qui les sépare, ce sont les nœuds. Ce sont les liens, pardon. Et on pourrait dire que les points rouges, ce sont les gens
qui pense que, je pourrais dire que le binge drinking, par exemple, hein, c'est quelque chose de vraiment génial et que c'est une pratique qu'il faut maintenir dans la vie, puis que les Blancs, c'est les personnes qui pensent que ça n'a pas de bon sens et qu'il ne faut pas faire ça et qu'on peut continuer dans ce genre-là. Et si vous regardez un petit peu les liens entre les deux, si les relations sont organisées comme dans le modèle A, toutes les personnes considèrent que la majorité des personnes, donc tous les gens qui sont dans ce réseau-là, de leur point de vue individuel, la croyance portée par les rouges, c'est la croyance dominante dans notre système. Et si vous regardez un petit peu, ce qu'on voit très bien, c'est que les blancs, vous prenez un peu n'importe quel petit point blanc, ça ne sert à rien que je pointe comme ça avec... Est-ce que je peux pointer avec la souris? Non, vous la voyez pas, je pense. Hein? Si je pointe avec la souris. Ben oui, en fait, si vous sélectionnez le pointeur laser comme ça permet d'en voir. Au pointeur laser, et je le prends où, ce petit... Il est juste en bas, à côté des flèches. On voit une souris avec un point rouge, là. Ah, OK. Pointeur Vous cliquez laser. là-dessus. Ah, je l'ai. Oups. Mais ça... Et là, si vous sélectionnez, vous je vois. gardez votre... OK, j'ai compris. Alors, donc, si je prends le petit point blanc que l'on voit ici, vous voyez qu'il a une relation avec deux rouges. J'en prends un autre ici, relation avec deux rouges et un blanc. Et celui-ci, encore une fois, deux rouges. Et donc, je pourrais faire le tour comme ça, mais vous pouvez voir que dans l'image A, les gens ont surtout des relations avec les points rouges, ce qui n'est pas le cas dans l'image B. Et ce que ça fait, et si vous faisiez un sondage là-dessus sur quelle est l'opinion dominante, les gens vous diraient que les gens dans le réseau A vous diraient que l'opinion dominante, c'est l'opinion rouge, alors que les gens dans le réseau B vous diraient le contraire. Et ça a un impact, ça a beaucoup d'impact parce que c'est ce qu'on croit qu'est la norme dominante. Et vous savez certainement que quand on croit qu'une norme est dominante, si on n'est pas en accord avec la norme, on a tendance à ne pas le dire. On a tendance, c'est ce qu'on appelle la spirale du silence, on a tendance à ne pas s'opposer à ce qu'on pense que croit la majorité des personnes. Et c'est donc un des avantages de faire une étude de réseau, c'est de pouvoir, c'est d'avoir un portrait vraiment, puis dire, dans ce cas-là, on pourrait aussi faire une enquête et poser des questions à tout le monde. Mais l'idée, souvent on pense qu'on connaît le réseau et qu'on connaît les relations entre les personnes, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous sont cachées. Donc, quand on veut intervenir en réseau, parce que je prends pour acquis aussi qu'un de vos intérêts, ce serait d'agir sur les réseaux ou d'utiliser les réseaux pour conduire vos actions. Donc, un premier élément extrêmement important, c'est de connaître le réseau pour pouvoir mieux mobiliser les personnes, pouvoir favoriser la diffusion ou pouvoir apporter un changement comme c'est indiqué. Il y a une personne qui a peut-être un problème de connexion. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Oui. Valérie Lafont, donc tout est beau pour Véronique. Est-ce que Valérie, est-ce que ça coupe tout est beau pour les autres? Est-ce que ça coupe au niveau visuel, au niveau sonore? Qu'est-ce qui fait pas, là, Valérie? Si tu veux juste ouvrir ton micro quelques secondes, qu'on puisse arranger ça. OK, ça coupe pour les deux. Donc, l'aspect visuel et sonore. Je ne sais pas, là, ça a l'air d'être bien pour les autres. Peut-être que ta connexion
Elle n'est pas tout à fait bonne, là, parce qu'à date, on est deux, tout semble bien fonctionner. Écoute, si jamais ça fonctionne vraiment pas, puis que c'est pas possible, à la rigueur, OK, c'est de mon côté, tant pis, sûrement que ma connexion. Ça arrive souvent ici. Ah, OK, bon. Donc, ça arrive tout à fait commun. Dans le cas, Valérie, en retournant sur l'espace membre d'ici 24 ou 48 heures, l'enregistrement qu'on est en train de faire de cette via-là va pouvoir être disponible. Donc, tu vas pouvoir y aller en différé dans le cas où tu me quittes parce que ça serait trop difficile à suivre. Excellent. Alors, on peut poursuivre. OK. Alors, la prochaine section de ma présentation, je vais juste vous donner un petit peu de vocabulaire de base, quelques-unes des notions qu'on utilise en réseau. Encore une fois, pas dans le but d'en faire une formation technique, c'est juste pour qu'on ait, pendant la présentation, un peu un vocabulaire commun à tout le monde. Alors, je vous le disais tantôt, au point de départ, pardon, un réseau, c'est un ensemble de nœuds unis par un ensemble de liens ou un ensemble de liens qui forment un ensemble de nœuds. C'est selon l'angle que vous voulez utiliser. Donc, quand on fait une analyse de réseau, on s'intéresse aux nœuds. La plupart du temps, ce sont des personnes, des groupes, des organisations. Je vous disais tantôt, on peut faire des relations, par exemple, entre les discours des personnes. On peut avoir les nœuds qui sont les thèmes que les personnes emploient. On peut faire plein d'autres choses que juste des personnes. Mais pour aujourd'hui, on va parler des réseaux de personnes et ou d'organisations essentiellement. Il y a bien sûr différents types de liens. Et il y a la structure que ça forme. Et ça a beaucoup d'importance. Donc, je recule un petit peu. Évidemment, les nœuds, disons que c'est des personnes, ont aussi des attributs, comme dans n'importe quel autre contexte d'études ou de recherche où les personnes ont le genre, statut socio-économique, appartenance à une organisation, etc. On continue de considérer ces éléments-là. Ça fait partie des attributs des nœuds. Et on a aussi certains attributs ou caractéristiques des liens. Et l'image suivante vous montre que selon le type de lien, ça peut changer vraiment beaucoup le portrait d'un réseau. Alors là, vous avez le même réseau et c'est un réseau, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, des regroupements transdisciplinaires. Donc, c'est un exemple du travail qu'on fait ici. Et là, c'est un réseau de personnes issues de plusieurs domaines de la recherche et de la pratique qui visent à collaborer ensemble sur une thématique, dans ce contexte-là, de santé et d'environnement. Et on a interrogé les personnes sur les liens qu'elles avaient avec les autres personnes du groupe. Et vous avez dans un premier temps, d'abord, le tableau est divisé en deux. Et en haut, vous avez ce qu'on appelle les forces 1 et 2 et l'autre, la force 2. C'est-à-dire qu'on a demandé dans ce contexte-là aux personnes, est-ce que vous avez des échanges réguliers ou occasionnels? On s'en est tenu à 2 niveaux de force parce que sinon, pour les personnes, c'est trop exigeant de répondre à des questionnaires qui ont un trop grand niveau de précision. Mais vous voyez que dans la partie du haut, bien, évidemment, il y a plus de liens. On a plus de liens faibles avec les personnes ou occasionnels qu'on a de relations qui sont régulières. C'est une question, c'est aussi logique. Nous, les êtres humains, on a juste 24 heures dans une journée, puis on a juste une certaine capacité cognitive et relationnelle. On ne peut pas avoir des milliers de relations, même si sur Facebook, vous en avez 300 000. Je doute que vous leur parliez sur une base régulière. Et vous voyez aussi que le type de réseau est le type de lien a beaucoup d'impact. Les personnes ont beaucoup de liens de contact. Dans le contexte, dans l'exemple que je vous présente, les liens de contact, c'est vraiment des personnes qui vont échanger des informations, qui vont se partager des références, par exemple, ou se rencontrer dans différents contextes sociaux ou professionnels. Les liens de collaboration, où les personnes produisent des choses ensemble. Il y en a déjà moins que les liens de contact. Et les liens plus personnels où les gens ont des activités, soit des loisirs ou soit partagent des informations personnelles
de leur vie privée avec ces personnes-là. Alors, vous voyez que le type de lien n'est pas innocent quand on fait une étude de réseau, qu'on ne peut pas juste dire les gens sont liés. Il faut voir sur quelle base on parle des liens. Puis c'est vrai aussi pour les échanges les, entre les organisations. La prochaine partie que j'ai retenu de vous présenter, c'est l'idée de lire des phénomènes réseau. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter certaines configurations de réseau et vous parler un peu de ce qu'on peut comprendre avec ça. Alors, le premier, c'est que je reprends la même image qu'on a vue tout à l'heure quand je vous ai présenté les nœuds et les points. Mais là, je vous donne des noms un peu de positions. C'est ce qu'on appelle les positions structurelles des nœuds, c'est-à-dire comment sont placés certains nœuds. Alors, dans ce petit réseau-là, vous voyez qu'il y a un nœud qui est très intermédiaire, c'est-à-dire que si on l'enlève, si on enlève ce nœud-là, le réseau est scindé en deux. Alors, ça a quand même ça peut avoir beaucoup d'importance pour le réseau et c'est une position particulière. Il y a un nœud ici qui est très central. Et donc, parce que la personne reçoit beaucoup de liens, donc elle est en mesure de... c'est parfois un indicateur de popularité, mais c'est aussi, elle est très centrale dans le réseau d'information, le fait d'être en contact avec plusieurs personnes. On voit une personne ici qui est très périphérique, donc qui a des contacts avec une seule autre personne, ce qui veut dire que si son lien se rompt avec cette personne-là, ben, à ce moment-là, elle est sortie du réseau. Et une personne qui est isolée, qui a déclaré ou pour laquelle on a déclaré aucun lien dans le réseau. Alors, quand on regarde ça, on peut se demander, ben, ça fait quoi dans la vie? Ben, une chose qu'on sait, par exemple, à travers les études, c'est les personnes placées en position d'intermédiarité sont des personnes qui souvent sont qualifiées d'innovatrices, qui sont souvent mieux en mesure de mettre de l'avant des innovations. Et la raison est assez simple quand on regarde, c'est que cette personne est à l'intersection de deux univers différents. Et alors que notre personne centrale, les gens avec qui elle est liée, pour la majorité, sont liés entre eux. Donc, il y a redondance de l'information, mais il y a aussi redondance de la perception, de la représentation du monde. Quand les groupes sont ensemble, on a tendance à développer une manière semblable de comprendre les réalités. Donc, la personne qui est en position intermédiaire, ben, elle a, dans notre image, accès à au moins deux réalités qui peuvent être assez différentes. Et ça favorise évidemment la créativité et l'innovation, entre autres choses. Ensuite, ben, je vous ai parlé tantôt du leadership. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait un lien entre le fait d'être central dans un réseau et le fait d'avoir de l'influence, d'avoir du pouvoir, ou d'avoir du leadership, selon comment on nomme les phénomènes. Et il y a un certain nombre d'études aussi qui ont montré que la centralité précède l'influence. Ça veut dire que des études longitudinales ont montré que dans des organisations, les gens deviennent centrales et ensuite deviennent très influents. Donc, c'est intéressant de voir. Évidemment, il n'y a pas énormément d'études comme ça parce que c'est des études qui sont très complexes à faire. Mais c'est intéressant de voir que la position a un rôle fondamental dans la capacité des gens à exercer du leadership ou de l'influence dans une organisation ou dans différents contextes. Il y a une étude qui remonte aux années 50, 60 qui avait été faite en laboratoire où on plaçait les gens dans des petits cubicules, puis il fallait passer des informations, mais on avait le droit de passer des informations seulement à certaines personnes, puis il y avait un problème à résoudre. Et ces études étaient menées par des psychologues qui faisaient des tests de personnalité aux gens, puis il avait montré un lien entre la tendance, entre la centralité et la personnalité, notamment extravertie. Il y a une personne qui a décidé de faire un test et de prendre des personnes
notamment très introverties, et de les mettre en position centrale pour voir si elles en viendraient à changer leur comportement. Et c'est ça que l'étude a montré. Assez rapidement, les personnes se mettaient à avoir des comportements qui sont plus typiques des personnes extraverties. Alors, c'est intéressant de voir ça. Quand je disais tantôt, quand on regarde les phénomènes sous l'angle des relations, on comprend d'autres choses par rapport à ce qu'on savait déjà. C'est un peu ça l'idée. C'est qu'on peut voir aussi que la position périphérique, puis je vais y revenir tout à l'heure aussi, mais ça peut affecter la participation, ça peut affecter le fait de se sentir partie prenante des problématiques, quand on se demande pourquoi les gens ne participent pas dans un groupe. Mais je vais vous montrer l'effet de ça au niveau d'un groupe plus large dans pas longtemps. Et bien sûr, le sentiment d'être isolé, de se sentir exclu et les impacts que ça peut avoir sur la santé mentale des personnes. Ben, la position être isolé dans un réseau. Donc, isolé ici, ça peut être que, supposons que mon réseau, c'est un réseau de soutien. J'ai demandé aux gens avec qui ils échangeaient ou partageaient du soutien ou qui les soutenait ou on pourrait, si cette personne n'a personne ou ne perçoit que personne la soutient, ben elle va se sentir isolée, ça va avoir un impact sur sa santé mentale. Si je continue plus au niveau des groupes, si vous pouvez voir ici que c'est une image où il y a un paquet de petits groupes de personnes qui entrent au sein desquels il y a plus de relations. Donc, en langage de réseau, on dirait qu'il y a des zones plus denses dans le réseau. La densité, c'est essentiellement le nombre de relations réelles divisé par le nombre de relations possibles. Donc, il y a des zones de densité dans le réseau. Parmi les choses qu'on a vues, parce que vous devez être sensible, j'imagine, à l'idée de cohésion, à l'importance de la cohésion, à l'importance du soutien social. Mais ce qu'on voit aussi avec les études de réseau, c'est parfois trop de cohésion. Ça peut, c'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours positif. Je vais vous donner un petit exemple de ça un petit peu plus loin dans la présentation. J'ai un autre, ce qu'on appelle les biais des réseaux. Les réseaux humains ne se forment pas sur la base strictement du hasard. Par exemple, quand on regarde, donc on ne peut pas prendre un réseau de personnes qu'on a identifiées puis dire ah, mais c'est très différent du hasard. Mais oui, c'est très différent du hasard. Et il y a des différences qui sont toujours là. Nous, les humains, on a tendance à la réciprocité, c'est-à-dire que si une personne déclare un lien d'amitié avec une autre, on a plus de chances que l'autre déclare le lien d'amitié que l'inverse. C'est rassurant pour l'amitié, vous me direz. On a aussi un peu tendance à fermer nos triangles. Moi, j'appelle ça la règle de la fidélité. Parce que la règle un peu, ou ce qui a tendance à se produire, si une personne a une relation forte avec une personne B et une relation forte avec une personne C, les probabilités que B et C aient au moins un lien faible sont bien au-delà du hasard. Et c'est pour ça que j'appelle ça la loi de la fidélité, parce que c'est les deux relations fortes avec deux personnes différentes, il y a des bonnes probabilités qu'elles se rencontrent un jour. Alors, c'est beaucoup mieux d'être fidèle. Et, en tout cas, je trouve que c'est une bonne manière de se souvenir du biais de la fermeture du triangle. On peut voir aussi que les réseaux et la fermeture du triangle peuvent nous aider à comprendre les phénomènes de diffusion des conflits. Je concerne que l'image est un peu petite, alors je vais un peu vous l'expliquer. Donc, dans un premier temps, ben, vous avez un premier réseau ici où tout le monde s'aime, tout le monde est heureux, c'est toutes des relations positives entre les membres du réseau. Et là, éventuellement, les personnes qui sont placées, ça se voit pas très bien, là, mais c'est B et C. OK? Donc, entre B et C, ici, il y a, je reprends mon petit, voilà. Entre B et C, qui sont ici, il y a un conflit.
Et là, si vous regardez en termes de triangle, ça veut dire que le triangle est plus équilibré entre A, B et C, puisque A et B s'entendent bien, A et C aussi, mais il y a un conflit entre B et C. Et ce qu'on sait des réseaux, c'est que, ce que je viens de vous dire, tendance à la fermeture du triangle, mais aussi tendance à un équilibre des triangles. Donc, de manière générale, ce qu'on va rencontrer, c'est que l'ami de mon ami est mon ami, l'ami de mon ennemi est mon ennemi, et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, ce petit proverbe, si on veut dire, se rencontre dans les réseaux plus souvent qu'autrement. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais vous savez, vous travaillez avec des gens, donc il y a toujours des exceptions à toutes les règles. Mais si vous analysez un réseau, vous allez retrouver plus souvent cette tendance-là qu'une autre. Ce qui fait qu'ici, ça crée une tension dans le triangle, une tension qui peut se traduire par le fait qu'éventuellement, C va devenir fâché avec A aussi, parce que il va y avoir une tendance. Donc, là, ça va redevenir équilibré. C va être fâché avec les deux personnes, A et B qui, elles, sont positivement liées. Alors, l'équilibre est retrouvé, sauf que ça vient de créer un déséquilibre dans le triangle A, B et C qui sont ici. Donc, là, ben, il y a un problème. Donc, C, ben, finit par aussi avoir un problème avec D, pauvre petit C. Il va se retrouver isolé et en chicane avec tout le monde. Mais ça peut aider beaucoup à comprendre la diffusion des conflits quand on sait que cette tendance à avoir des triangles équilibrés est présente dans les réseaux humains. Je continue mes petites illustrations. Vous avez ici une image très, très, très typique d'un réseau, d'un groupe ou d'une communauté. La plupart des... Quand on étudie les réseaux de relations au sein des groupes et des communautés, dès que la communauté atteint une certaine taille, puis la certaine taille, ça commence à partir d'une vingtaine de personnes déjà, là. On n'a pas besoin d'en avoir 350. On commence à trouver un pattern de cœur-périphérie, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont très liées entre elles et avec les autres dans le cœur que vous voyez ici, là, qui est illustré par le cercle, et d'autres qui sont en périphérie de l'empire. Et ça, évidemment, ça se produit. On pourrait apporter un certain nombre d'explications qui font en sorte que ça se produise, notamment l'accès aux ressources, notamment le fait que les personnes ne peuvent pas entretenir trop de relations tout le monde en même temps, et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est que c'est un phénomène qu'on rencontre. Donc, et je pense que vous l'avez vécu autant que moi, on crée des groupes ou des communautés de pratique. Puis là, on se dit, on a un peu de mal avec la participation. Ben, une des questions à se poser, c'est comment on favorise les liens avec les personnes de la périphérie ou comment on peut favoriser un autre type de structure dans le réseau. Encore une fois, tantôt, je vais revenir un petit peu là-dessus pour vous présenter des cas où on a quand même réussi à travailler pour que la structure cœur-périphérie soit moins nette, soit moins tranché, qui est moins un grand écart que dans l'image qu'on voit ici. Ici, un dernier petit phénomène dont vous avez peut-être entendu parler, mais le phénomène du petit monde. Je suis sûre que vous avez entendu parler, on est à 6 pas de distance de tout le monde. Il y a des études qui tentent à montrer que cette valeur, le 6, est assez réaliste, c'est-à-dire qu'on pourrait en principe, rejoindre à peu près n'importe qui dans le monde par des liens de connaissance d'une personne à l'autre. Il faut retenir toutefois qu'il y a des barrières sociales. Alors, si, par exemple, aux États-Unis, on a montré que, oui, 6, c'est très, très bon entre blancs ou entre noirs. Mais d'une personne blanche vers une personne noire ou vice-versa, la distance peut être plus grande. La distance entre les riches et les pauvres va être plus grande aussi. Donc,
Ouais, on est à 6 pas de distance, là, mais pas de n'importe qui. Mais ceci dit, en moyenne, on pense que la plupart des gens, grâce aux liens de relation qui sont tissés à travers le monde, c'est en moyenne pas plus que 6 pas qui nous séparent de la plupart des gens. Donc, c'est une information un peu intéressante quand on pense en termes de son milieu. Vous avez des personnes à joindre, regardez autour de vous. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que on est en position d'être influencé par plusieurs phénomènes et plusieurs personnes à travers le monde. C'est le genre de phénomène qui peut expliquer parfois que certaines modes, je me souviens d'une étude qui avait, ça remonte loin, là, ça va vous révéler un peu mon âge, mais qui avait étudié la diffusion du Ghetto Blaster, vous savez, la grosse radio avec laquelle les jeunes se promenaient à une certaine époque, euh, qui qui a été populaire à travers le monde sans qu'il y ait eu d'activité de publicité ou de promotion ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas la publicité faite par la compagnie qui aurait pu expliquer le phénomène de diffusion. Et c'est beaucoup les réseaux. Et à ce moment-là, il n'y avait pas Internet. Donc, les réseaux de relations des personnes qui avaient favorisé la diffusion de ce mode d'écoute de la musique à ce moment-là, à l'époque. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Parce qu'évidemment, l'inconvénient de la présentation en ligne, c'est qu'on a surtout l'impression de parler à son ordinateur, lequel est plus ou moins réactif. Alors, jusqu'à Il présent, y a, oui, moi, en tout cas, ça a l'air tout à fait net. Il y a Véronique Trudel qui dit oui, Dominique qui dit oui, merci. On est pendu à vos lèvres, Mme Saint-Charles. OK. Bon, ben, c'est super. Je continue. Et n'hésitez pas à interrompre s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si vous commencez à vous ennuyer particulièrement. Si vous avez envie de vous mettre à faire vos courriels en même temps, c'est mauvais signe. Même si... Mais ceci dit, de nos jours, les étudiantes font ça dans la classe. Ils font ça sur Facebook pendant qu'on leur donne un cours. Alors, ça fait partie des défis de l'enseignement de nos jours. Alors, maintenant, des illustrations plus concrètes, à partir de recherches, d'études. Je me suis beaucoup appuyée sur des choses que j'ai faites avec des collègues, euh, essentiellement parce que c'est plus facile de bien parler de ces études-là quand on les a réalisées soi-même. Une première qui est plus, j'en ai pas pris beaucoup qui étaient centrées sur les individus parce que vous êtes des personnes qui œuvrent plus auprès des communautés, mais je vous en ai mis une quand même pour parler des phénomènes de cohésion et d'enfermement. Est-ce que vous... D'ailleurs, Mme Saint-Charles, j'en profite juste pour vous mentionner, vous sensibiliser au temps. En fait, il est 9h45, donc Oh, à la rigueur, on peut peut-être dépasser un peu, mais on est passé là, la moitié. Donc, OK. alors, juste vous mentionner comme ça. OK. Ben, j'accélère un peu parce que je veux quand même que les gens puissent poser des questions. Et sinon, OK. Je fais ça rapidement. Une étude sur les joueurs d'appareils de loterie vidéo qui ont montré que les joueurs qui allaient en traitement, c'est ceux qui n'étaient pas enfermés dans leur réseau. C'est-à-dire, si vous voyez les images, les joueurs en traitement avaient différentes, on appelle ça des composantes, différents sous-groupes de personnes proches d'eux. Et notre hypothèse pour expliquer le phénomène, c'est de dire que euh, cette personne pouvait exister dans des réseaux sans être considérée comme un joueur. Alors que dans les autres réseaux, tout le monde savait que la personne avait des problèmes de jeu. Donc, la définition de soi que les autres renvoyaient était une définition de joueur. Je vous donne un autre petit exemple. Je vous ai parlé de cas périphérie. Deux communautés de pratique. Je vais les appeler comme ça parce que c'est quand même assez juste. Les petits points montrent à quel point les gens proviennent de différentes régions, de différents univers théoriques ou de différentes professions. Et on voit que dans le réseau qui est plus à gauche ici, il y a vraiment le cœur est très serré, petit, et la périphérie est grande et les gens sont moins connectés. Et dans l'autre, il y a beaucoup plus de liens. C'est encore cœur-périphérie, mais là, on voit beaucoup moins nettement où commence le cœur et où commence la périphérie. Et dans ces réseaux-là, ben, je n'ai pas besoin de vous dire, le premier réseau a existé le temps qu'ils ont été financés.
Il n'y a à peu près aucune collaboration nouvelle qui a émergé de ça. Et quand il n'y a plus de financement, le réseau est mort. Tandis que l'autre réseau, même après la période de financement, quand il a arrêté d'être financé, les collaborations se maintiennent, les relations qui ont été développées dans le cadre du réseau se poursuivent, les activités financées du réseau se poursuivent pas. Il y a énormément d'activités qui impliquent les personnes qui continuent de mener. Et le travail qui a été fait pour ça, ou l'action qui a été posée à ce niveau-là, ça a été entre autres de favoriser la création de sous-groupes composés de personnes issues de différents milieux. Ici, je vous montre encore une fois deux réseaux où on peut voir l'évolution dans le temps. Comment, en fait, j'ai repris, oui, c'est le même. J'ai repris le même réseau d'avant pour voir que ça s'est créé dans le temps, les relations entre les personnes, et qu'il y a un renforcement et que le réseau est beaucoup moins fragile. Et je saute tout de suite à la prochaine, où là, vous voyez un petit peu deux séries de réseaux. Et ce qu'on a fait pour ces réseaux-là, c'est qu'on a enlevé les 10 personnes les plus centrales. En haut, on a enlevé, il faut pas que je me mélange, oui, dans le réseau 1 et oui, réseau 1 et 3. Le réseau 1, vous avez les 10 personnes les plus centrales qui sont enlevées du réseau. Et dans les réseaux 3 et 4, je ne veux juste pas me mélanger dans mes... Okay. Dans les réseaux 3 et 4, vous avez les 10 personnes les plus intermédiaires qui ont été enlevées. C'est une façon de montrer parce que quand on crée des réseaux dans le temps, on veut développer les collaborations entre les personnes, ça c'est certain, mais on veut aussi que le réseau soit résilient d'une façon simple. Il y a des façons compliquées aussi de faire ces analyses-là, mais une façon simple de voir si la résilience a augmenté, c'est de voir qu'est-ce qui se passe si on enlève les personnes les plus centrales. Et vous pouvez voir qu'en 2011, il reste quand même des personnes qui deviennent isolées. Ça veut dire que les personnes, et ce qui est normal dans la plupart des communautés de pratique, les personnes joignent la communauté par l'intermédiaire de ces personnes les plus centrales. Alors, avant qu'elles développent des liens avec les autres, si on enlève les personnes les plus centrales, ces personnes-là demeurent comme isolées. Cependant, ce qu'on voit comme différence entre 2007 et 2011, dans ce cas-là, c'est que le réseau n'est plus cassé aussi nettement. Dans 2007, qu'on prenne l'intermédiarité ou qu'on prenne la centralité, ça casse le réseau quand on enlève les personnes les plus centrales, alors qu'en 2011, ça le casse beaucoup moins. On a une plus grande composante au centre, donc il y a encore des possibilités de connexion pour maintenir, le réseau est encore un peu plus résilient. Je vais vous montrer une image, enfin, puis je vais arrêter après celle-là, sinon je n'aurai jamais le temps de poser des questions, de collaboration. Ça, c'est un réseau qu'on a fait en prenant dans un centre de recherche tous les projets au sein desquels les membres étaient. Chaque fois qu'un membre était dans le même projet qu'un autre, ça créait un lien. Et vous voyez que les traits sont pâles ou foncés. Ça veut dire que plus le lien est foncé, plus les personnes sont dans les mêmes projets. Donc ça, c'est une façon de faire une analyse de réseau à partir de documents. À partir, donc, si vous avez, vous, des participations, on peut faire des réseaux d'événements, par exemple, et de dire, on va mettre en lien toutes les personnes qui participent aux mêmes événements. Parce que les personnes qui participent aux mêmes événements sont susceptibles de plus se connaître. Et je vais vous montrer l'autre image qui va avec ça. Dans ce cas-là, on a enlevé un très gros projet du centre. Et là, on voit que ce gros projet favorisait beaucoup qu'il y ait beaucoup de liens entre tout le monde. Et pour le centre en question, c'est très parlant de voir comment ces chercheurs et ces chercheuses s'organisent et comment certains grands projets peuvent favoriser les liens. Étant donné que, je ne sais pas, j'ai trop parlé.
probablement. Encore une fois, ça fait partie. Quand on est prof, on parle trop. Ça ne s'améliore pas avec les années. Je vais arrêter ici juste pour que vous puissiez avoir le temps de poser quelques questions. Et je vais vous laisser quand même les diapositives qui restent et vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Ça vous dit quand même un certain nombre de choses. Puis on verra aussi ensuite là, si pour vous il y a un intérêt, voir s'il y a des choses d'autres qu'on peut faire ensemble si c'est pertinent pour vous. Je vous laisse répondre, enfin, je vous laisse poser des questions si vous en avez à ce moment-ci. Alors, en même temps, je serais très surpris là, je questionner un peu et de savoir qu'est-ce qu'on manque en fait si dans le cas où on ne passe pas toutes les diapos, là, mais effectivement, on va prendre un peu de temps pour voir ce qu'il y en est sur les questions. OK. Ben, Valérie Jacob, quel est l'outil utilisé pour faire l'analyse du réseau? Il y a, et ensuite, on ira ça. avec le... Au point de départ, pour faire l'analyse, c'est-à-dire, il y a vraiment toute la version, la collecte de données, où là, généralement, la plupart du temps, comme je vous disais il y a 2 minutes, on peut collecter des données dans des documents. La plupart du temps, on pose des questions aux personnes. On fait ce qu'on appelle un questionnaire sociométrique qu'on peut faire par des entretiens en ligne. Là, il y a plusieurs possibilités, mais si vous savez faire des questionnaires, vous pouvez. Il y a juste des petits trucs à connaître pour ça. Mais pour faire l'analyse, il y a plusieurs logiciels qui existent sur le marché, mais un des plus populaires, je vous mets le nom dans le chat, ça s'appelle UCINet. UCI parce que ça vient de University of California, Irvine. Donc, ça se prononce UCI. Quand on le voit écrit, ça a plutôt l'air de se prononcer UCINet. Ça, c'est un des logiciels, je dirais, les plus faciles à utiliser et les plus populaires. Mais il y a aussi des logiciels en ligne qui sont gratuits. UCINet n'est pas très cher. Il y a 3 mois d'essai gratuit. Mais permet de faire plusieurs des analyses. Donc, permet de faire des analyses assez sophistiquées, assez avancées. Et il y a aussi quelques logiciels en ligne plus comme faciles d'utilisation, mais qui sont plus limités dans les analyses qu'on peut faire. Dans la formation qu'on a donnée au JAS, on a fait une boîte à outils pour les personnes et je suis convaincue que Mme Morin va pouvoir vous la passer. En tout cas, vous avez ma permission pour la transmettre à vos collègues. Et il y a plusieurs références, il y a le nom de plusieurs logiciels aussi. J'aimerais le savoir. Pour avoir accès au lien sur la qualité des relations, oui, le lien, je vais vous l'envoyer dans le chat. Oups, ça, c'est pas une bonne idée. Est-ce que vous m'entendez encore? Est-ce que vous me perdez encore? OK. Oui, bien, on a juste, là, ça va, mais ça a coupé comme 2-3 secondes. Mais là, ça semble aller. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait une question, qu'il y avait une main levée tantôt. Je ne sais pas si elle est encore levée. Véronique Trudel, tu avais une question? Véronique, si tu veux, soit allumer ton micro. Comment faire une recherche? Donc, Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? bien? Oui, on t'entend, Véronique. Ah, OK. OK. Ben, c'est que vous disiez que UCNet, là, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, si par exemple on veut faire une recherche de ce type de logiciel-là, c'est quoi le nom qu'on utilise? Analyse de réseau, mais surtout analyse network de réseau. analysis. Parce que parce que Network presque tout est en anglais. OK, ouais. Eh Ouais, oui, j'imagine. c'est surtout développé. OK. On est en train ici de commencer à monter des formations en ligne, mais c'est pas prêt encore, mais ça devrait être prêt cette année pour l'introduction à l'analyse des réseaux. Ce que vous dites? En français. Fait que UCNet, là, est-ce que Le c'est en logiciel anglais? est en anglais, oui. OK. Dans la boîte, dans le coffre à outils,
on vous a mis aussi quelques références de base, dont certains textes en français, qui peuvent quand même donner un bon point de départ. Mais c'est sûr que le gros de la publication est en anglais. C'est comme beaucoup dans ces domaines-là. Okay. Où est la boîte à outils? En fait, je pourrais peut-être vous envoyer le lien. C'est sur un Google Drive ou... Ah, oui, voilà. OK, merci. Guillaume, tu pourrais mettre la boîte à outils dans la base documentaire de communauté. Oui, effectivement. En fait, là, dans le cas où je reçois quelque chose, là, je peux... Ah, tu me l'avais envoyé? Bon. Faudrait qu'on s'en jase, j'ai pas OK, mais donc vous allez l'avoir. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Là. S'il y a un problème, vous me le direz, puis je vous la renverrai. Là, je suis en train de chercher le lien vers la présentation de l'étude. Ça ne sera pas long. Attendez. Je vais vous donner ça dans 2 minutes. Je vous en prie. Ça fait plaisir. Oui. Et là c'est ça, il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient des questions à poser. À moins que vous auriez aimé prendre mettons un petit 3-4 minutes supplémentaires pour mentionner qu'est-ce qu'il y avait dans les autres diapositives suivantes, là, mais je ne sais pas, peut-être que les gens doivent partir aussi, là, je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas rester trop longtemps, mais je peux, oui, si vous le souhaitez. Voici le lien vers l'étude, la présentation de l'étude dont je vous parlais. Je l'ai mis dans le chat. Et je peux prendre quelques minutes vraiment rapidement. Ce dont j'avais prévu vous parler aussi. Donc, vous donner quelques exemples d'études réseau, mais aussi de phénomènes qu'on a compris. Un des éléments sur lequel je vais attirer votre attention, c'est les phénomènes de diffusion. Il y a, évidemment, là, dans mon exemple, c'est diffusion de maladies, du sida, en fait, donc de maladies transmises sexuellement. Mais c'est extrêmement intéressant de voir comment la configuration du réseau affecte la manière dont se diffuse quelque chose selon le nœud de départ, entre autres, de la contamination. Mais la contamination, c'est pas nécessairement une maladie, mais on peut parler d'information aussi. Et c'est plus pour vraiment illustrer comment c'est important de voir comment est structuré le réseau pour gérer là-dessus. Et donc, la suite, je vous présentais certains autres phénomènes de réseau comme les phénomènes de centralisation, quand, comme on le voit dans ces images-là, il y a des nœuds qui sont beaucoup plus centraux que d'autres et ça va affecter la manière dont l'information circule. Il faut prendre en compte parfois les différences entre les hommes et les femmes. Ici, c'est une recherche sur l'adoption de nouvelles pratiques en santé. Et il y a une dernière section que vous pourrez, je pense, lire et quand même en comprendre pas mal juste en regardant les diapositives sur comment on fait pour agir sur les réseaux. Une fois qu'on connaît notre réseau, comment on peut agir, comment on peut encourager la formation de liens, comment on peut décourager peut-être la présence de certains liens, quels sont, puis la question aussi qui se pose, c'est quels sont les enjeux éthiques qui se posent quand on intervient sur la dimension réseau. Mais je vous ai mis une série d'exemples et aussi de références. Puis les références, vous allez toutes les avoir dans la boîte à outils sur comment on peut intervenir pour consolider, solidifier les réseaux, favoriser de meilleurs échanges, diminuer les conflits. En général, c'est le genre d'intervention qu'on souhaite faire, là, si on est des personnes gentilles qui veulent que le monde aille mieux. J'imagine qu'on peut aussi intervenir pour augmenter les conflits, mais c'est pas le genre de choses que je
plus porté à favoriser en général. Ah, ça fait, je dirais, ça fait un peu le tour. On a déjà dépassé là. J'espère que je suis consciente que c'est forcément léger si on, pour parler de réseau un petit temps comme ça. Mais j'espère que ça vous a donné le goût d'en apprendre plus. Puis, à partir de là, on reste, merci d'avoir vérifié. À partir de là, on reste en contact. Puis, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose, ça me fera plaisir d'y répondre. Faut que vous soyez sensible au fait que les profs, ça s'ennuie pas dans la vie, là. Moi, en général, je travaille à peu près 60 heures semaine. Ça peut prendre quelques jours à répondre à vos courriels. N'ayez pas, soyez sans crainte. C'est pas que je vous ai oublié, là. Mais bon, si ça prend plus qu'une semaine, ça devient inquiétant. Vous pouvez me relancer. OK. Alors, effectivement, l'hyperlien que vous aviez là, pour ceux que ça intéresse, il est possible de le copier-coller pour sortir de là, que vous puissiez continuer de l'avoir. Mais aussi, donc là, les commentaires commencent à rentrer. Elle essaie qu'on vous remercie beaucoup, que c'était très intéressant. Et je pense qu'il y en a sûrement quelques-uns comme moi qui se disent, mon Dieu, ça ouvre la porte à tout un monde là, de connaissances supplémentaires. On travaille tous avec des humains. On est tous inscrits dans des réseaux quelque part. Et de schématiser ça, en fait, ça ouvre à beaucoup de possibilités là, différentes là-dessus et de possibilités d'intervention aussi en fonction de ce qu'on voit dans un plan, un schéma où on peut voir comment les réseaux sont organisés. Alors, ça semble bien intéressant comme outil. On a eu pas mal de monde qui se sont branchés aujourd'hui. C'est une bonne grosse VIA. Alors, on va voir un peu comment ça se passe pour la suite, mais dans le cas où il y a un intérêt de la part de plusieurs pour aller plus loin là-dedans, puis s'approprier davantage les outils, mis à part boîte à outils, puis qu'est-ce qu'on envoie là ce matin, on gardera sûrement contact là, pour voir s'il y a la possibilité de faire quelque chose directement dans le nord-ouest du Québec. OK. Alors, écoutez, voilà. c'est un plaisir de vous rencontrer un petit peu, parce qu'évidemment, par la manière dont on s'est vu, on n'a pas jasé beaucoup. Mais on ne sait jamais, qui sait, j'irai peut-être vous rendre visite. L'été, de préférence. Alors, bon. L'été, oui. OK, au-delà de mes taquineries. Merci pour l'invitation, puis comme je vous disais, on garde le contact et n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Alors, c'est parfait. Donc, et vous êtes quand même disponible, comme vous dites, dans le cas où il y aurait des questions persistantes qui seraient restées pas posées aujourd'hui. Les gens peuvent directement vous interpeller. Est-ce que vous voulez mettre en clavardage juste votre adresse électronique? Oui, en fait, je vais vous demander d'écrire à l'adresse de notre groupe de recherche. D'une part, ça risque de moins se noyer dans... Laissez-moi juste aller m'assurer de vous donner vraiment la bonne. Et ça peut faire en sorte que ça peut être quelqu'un de mon équipe qui répond aussi. Alors, c'est pas, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose parfois. Parce que c'est ça, mais je peux peut-être pas. Je peux-tu te voir? Je veux voir. OK. Ah, bon, c'est ce ministère ici. Alors, pendant que vous êtes en train de regarder ça, juste vous mentionner, parce que là, on a quelques-uns aussi là, qui quittent tranquillement pas vite la VIA. La semaine prochaine, en fait, la prochaine VIA qui est organisée va être sur le comment stimuler le sentiment d'appartenance dans une communauté avec un ancien de valorisation Abitibi-Témiscamingue qui travaille à son compte maintenant, mais qui continue là, à faire différents contrats, notamment en lien avec ça, qui est très impliqué dans le développement de